Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales et régionales. Voici les titres de l'actualité. Se faire vacciner tard, le soir après le couvre-feu, c'est désormais possible. Pour accélérer la vaccination, des centres ouvrent désormais jusqu'à 23h. Reportage de TV78 à suivre dès le début de ce journal dans un instant. Nos modes de consommation ont évolué depuis le début de la crise sanitaire. En Gironde, vous le verrez, la rédaction de TV7 nous fera découvrir le premier drive fermier de France. Créé il y a 9 ans, son succès n'est plus à démontrer. Direction l'espace, aussi dans ce grand journal des territoires, une entreprise d'Avignon a été sélectionnée pour envoyer des graines qui serviront à Thomas Pesquet à bord de l'Agence spatiale internationale, au sujet de nos partenaires de la Provence. Enfin, sur Terre, cette fois-ci, des étudiants ont la chance unique depuis plusieurs semaines de restaurer une reproduction de la fameuse Batmobile, une formation au métier de l'automobile extraordinaire que nous expliquera la rédaction de Via 95. Une vaccination rendue possible maintenant jusqu'à 23h et dans les Yvelines, c'est tous les vendredis soirs que le Vélodrome national de Saint-Quentin administre des vaccins bien au-delà des horaires autorisés du couvre-feu. Une heure tardive pour faciliter l'accès aux vaccins pour les personnes en activité et qui permet bien sûr d'accélérer le rythme de la vaccination localement. Un reportage de Mélanie Poquet pour la chaîne des Yvelines, TV78. Près de 500 Yvelinois vaccinés, la nocturne au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a eu du succès. Une ouverture jusqu'à minuit ce vendredi 30 avril pour recevoir les patients en activité. C'est très bien. Très bien parce qu'au moins ça permet de venir en dehors des horaires de boulot. Pour les personnes qui travaillent tard jusqu'à 18-19 heures, c'est une très bonne idée effectivement. C'est génial. 23. Ça permet de faire ça en dehors des heures de bureau. C'est une bonne opportunité pour ceux qui travaillent, entre autres. Et puis voilà, ça ouvre plus de créneaux pour en profiter. Oui. L'agglomération note que 50% des patients viennent de l'extérieur de Saint-Quentin en Yvelines. Pour cette première soirée, ce sont des doses Pfizer qui ont été administrées, 500 primo-vaccinations. Les gens qui travaillent, eh bien, ils travaillent la journée et donc il faut qu'ils viennent le soir. Donc voilà la raison. Et deuxièmement, ça nous permet de nous préparer puisque bien entendu, on sent bien qu'il y a plus de gens de 50 ans que de gens de 60. Donc bien sûr, ça va en quantité. Il faut se préparer à augmenter bien sûr le nombre de vaccinations. Après cette première soirée test, le Vélodrome sera en nocturne tous les vendredis soirs. Depuis le 1er mai, la vaccination est ouverte aux Français de plus de 18 ans, souffrant d'une ou de plusieurs comorbidités. La date est cochée sur le calendrier de beaucoup de Français. Le 19 mai, les salles de cinéma pourront reprendre leurs activités enfin, avec un protocole sanitaire exigeant, gestes barrières et ventilation des salles entre deux projections. Le groupe Grand Écran, comme beaucoup de gestionnaires, est actuellement en pleine préparation. Son siège est à Limoges. Sur place, Alain Druot de cette à Limoges s'y est rendu. Regardez. 10 complexes, 83 salles, 130 personnes, plus de 2 millions de spectateurs dans une année ordinaire. C'est la carte d'identité du groupe Grand Écran, présent dans le sud-ouest et dont le siège est à Limoges, où comme dans tous les autres sites du groupe se prépare la reprise du 19 mai. Pendant le confinement qui a été long, il fallait faire tourner les serveurs et les projecteurs pour régénérer les KDM, parce que sinon ils perdent leur connexion. Partie lampe, xénon, qu'il faut aussi faire chauffer la machine et toutes les ventilations à vérifier. Et comme ça tourne en permanence, tout ce qui est poussière, il faut nettoyer et vérifier le liquide de refroidissement, plein de petits trucs. Voilà pour l'infrastructure. On annonce un embouteillage avec 400 films prêts à déferler sur les écrans. Il va y avoir déjà une première chose, c'est tous les films qui étaient en cours d'exploitation, enfin la plupart des films qui étaient en cours d'exploitation qui ne sont pas sortis à la télé ou en SVOD au moment de la fermeture vont ressortir et ensuite on va avoir des nouveautés qui vont apparaître, ça va monter crescendo jusqu'à l'été où on va commencer à avoir des grosses machines américaines à partir du 14 juillet a priori. Il y aura beaucoup de films. Malheureusement, pas encore beaucoup de séances parce qu'on va être contraint à certaines limites, ne serait-ce que de couvre-feu ou d'espace entre les séances pour aérer et ainsi de suite. Mais on va faire 2-3 séances par jour sur les jours avec un maximum de films à l'affiche. Sollicités pendant la crise sanitaire, les internes en médecine vivent et se forment depuis plus d'1 an au rythme du Covid. Dans les Vosges, chaque semestre, plusieurs dizaines de ces internes intègrent les différents services des hôpitaux locaux. À Saint-Dié, la nouvelle promotion profitera d'un internat entièrement rénové. Anthony Sapp et Anne Didier pour Via Vosges.
Une nouvelle promotion interne, une nouvelle génération de médecins. En novembre puis en mai, ils sont plusieurs dizaines à intégrer les différents services des hôpitaux vosgiens. 11 ce lundi matin ici à Saint-Dié. Eux profiteront d'un internat entièrement rénové. Ils étaient également 21 à Remiremont et 50 dans le nouvel hôpital d'Épinal. La première promotion à intégrer cet établissement flambant neuf, même si, selon son directeur, ce n'est pas un critère déterminant dans le choix des stagiaires. C'est surtout l'encadrement médical et l'encadrement des seniors qui fait la qualité d'un stage. Donc les internes, ils recherchent avant tout d'intégrer une équipe et surtout d'avoir un soutien de la part pédagogique, de la part des chefs de service et des médecins d'hôpital. Ils viennent donc d'un peu partout en France et ont choisi les Vosges pour parfaire leur formation. Certains d'entre eux bénéficient d'ailleurs déjà d'une solide expérience, sollicités ces derniers mois ou volontaires pour faire face à la pandémie. J'ai fait la première vague de Covid à Thionville. On avait commencé du coup en mars à peu près. Pendant le confinement, c'était sur la base du volontariat. J'ai continué parce qu'il y avait des nouvelles vagues et puis on a ouvert d'autres secteurs. Il y a un de mes secteurs qui avait fermé pour mettre du Covid à la place, donc forcément on en a fait. Il y a des moments où vraiment c'était compliqué. En plus, on va dire qu'on s'attache aux gens. C'est des gens qui sont souvent hospitalisés une quinzaine de jours. Après ça dépend des types de patients, mais c'est sûr que ça n'a pas été évident depuis un an encore. La bonne nouvelle, c'est que la situation semble doucement s'améliorer un peu partout en France et les Vosges ne font pas exception. La tendance est à la baisse pour les chiffres de la contamination comme pour le nombre de patients en service de soins critiques. La situation s'améliore, que ce soit sur Épinal comme sur Remiremont, avec un peu moins de pression au niveau des urgences et un peu moins de pression dans les services de médecine pour les Covid. Donc c'est une tendance plutôt à la baisse, on en est extrêmement satisfait. On a repris une petite activité opératoire aujourd'hui. Voilà, donc là, on est plutôt dans le bon sens. Ce nouveau semestre sera-t-il un peu plus calme pour ces internes en médecine? Difficile à dire. La seule certitude, c'est qu'en cas de nouvelle vague de l'épidémie, beaucoup d'entre eux se retrouveront à nouveau en première ligne. Et si les abeilles sauvaient nos associations? Dans la Loire, un apiculteur est devenu partenaire d'un club de foot, le FC Val d'Aix. Et l'achat du miel à bas prix a permis au club de réaliser quelques bénéfices à la revente. Une manne financière bienvenue puisque toutes les compétitions et événements sportifs amateurs sont suspendus à cause bien sûr de la pandémie. L'argent collecté grâce à ce partenariat solidaire agricole et local financera le réaménagement de l'une des pelouses du club. Des images d'Adrien Blétry de la rédaction de TL7. Et c'est l'un des effets positifs de la crise sanitaire et des confinements. Le succès des circuits courts ne se dément plus. En Gironde, vous allez le voir, la Chambre d'agriculture a créé dès 2012 le premier drive fermier de France. Une offre qui satisfait autant les consommateurs que les producteurs. Et Dominique Parmentier pour la chaîne du groupe Sud-Ouest, TV7, s'y est rendu. Claire Arinaud est devenue productrice d'asperges sur l'exploitation familiale de Saint-Christoly-de-Blaye en 2017. Sur ses 5 hectares, elle récolte chaque jour pendant la saison près de 200 kg d'asperges toutes catégories qu'elle vendait jusqu'ici exclusivement sur les marchés. Et puis il y a un an, il y a eu la crise, le confinement et la fermeture des marchés. Moi, j'ai pas supporté de me dire je vais jeter de la marchandise alors que finalement autour de nous il y a des gens qui ont besoin de manger et qui ont besoin d'avoir des légumes frais et quand on se retrouve sans rien pour vendre, il faut trouver une autre solution et cette année j'ai découvert le drive fermier. Aujourd'hui la vente sur les marchés a repris, mais un tiers de sa production alimente le drive fermier, ce qui lui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout de vendre localement. Nous, nos marchés étaient tous en Dordogne ou en Charente. Donc c'est une porte ouverte sur la clientèle bordelaise et c'est important. Aujourd'hui, ce sont une cinquantaine de producteurs ou coopératives, essentiellement de Gironde, qui proposent plus de 700 produits conventionnels ou bio dans les 5 points de retrait, dont 4 dans la métropole bordelaise, comme ici à Eysines. Et les commandes ont explosé avec la crise sanitaire et depuis le premier confinement. Il y a longtemps donc que vous venez au drive fermier? Ça fait, oui, depuis la pandémie, oui. Oui, pourquoi? Pour avoir des choses en drive et pour avoir aussi du produit locaux et de saison. Un succès qui ne se dément pas donc, à tel point qu'un point de retrait supplémentaire, notamment dans le centre-ville de Bordeaux, serait le bienvenu. À bon entendeur. Restons dans le sud pour vous parler de cette autre façon de s'alimenter localement. Une péniche chargée de produits agroalimentaires a quitté lundi le port de Damazan, dans le Lot-et-Garonne.
Elle transporte des marchandises locales issues de l'agriculture biologique, destination Bordeaux, le long du canal de la Garonne. C'est le collectif Garonne Fertile, composé de producteurs, de consommateurs et de distributeurs, qui a organisé ce voyage pilote. Un mode de transport plus lent, certes, mais aussi plus doux et plus écologique. Images et réactions de Manon aussi, pour nos confrères de la Dépêche du Midi sur place. La première chose qu'on voulait démontrer, c'était que c'était possible de le faire déjà dans les conditions actuelles. Et si on s'associe avec d'autres, si d'autres personnes ont envie de s'engager sur ces questions-là, on peut arriver à faire quelque chose. On n'a rien inventé aujourd'hui. D'abord, l'activité par le passé y était déjà. Simplement, c'est comment on pouvait la remettre en action. Alors que l'astronaute français Thomas Pesquet est désormais bien installé au cœur de la Station spatiale internationale, vous l'avez beaucoup vu partout, et bien sur Terre, on prépare déjà la suite de la mission Alpha. À Avignon, la société SPG, qui produit plus de 15 millions de graines florales et potagères par an, a été sélectionnée pour participer à l'un des projets de la station. En effet, les œillets d'Inde conditionnés à Avignon vont être envoyés au mois d'août dans l'espace pour rejoindre Thomas Pesquet. L'astronaute aura alors la responsabilité de les arroser et d'observer la germination des graines. Une mission unique à laquelle l'entreprise participe avec beaucoup de fierté. Maxime Payon pour nos partenaires de la Provence sur place. C'est ce qui est incroyable, c'est que c'est très récent et que pour le coup on n'a pas du tout été proactif dans cette démarche-là. On a reçu l'information aux alentours du 1er avril, pour tout vous dire. Au début on a presque cru à un poisson d'avril. Le patron de cette entreprise a encore du mal à y croire. Ici à Avignon, on conditionne plus de 15 millions de sachets semences, potagers et florales. Mais l'un d'entre eux a attiré l'attention des étudiants du projet Éclosion, en lien direct avec la mission Alpha. Ces œillets d'Inde vont partir rejoindre Thomas Pesquet dans l'espace le 1er août prochain. Le rôle de Thomas Pesquet sera tous les jours de venir hydrater le substrat pour apporter bien sûr l'eau qui est essentielle au développement de la plante. Et aux différents stades de développement de cet œillet d'Inde, il pourra non seulement l'observer, mais également prendre dans le socle de la capsule des petits cartons avec des odeurs de fleurs et sur lesquels ces membres de sa famille sont venus inscrire des petits mots. Une expérience et une mission inédite pour Thomas Pesquet, une fierté aussi pour l'entreprise avignonnaise. C'est un immense honneur qui nous est fait, déjà parce que nos graines ont été sélectionnées sur leur pouvoir germinatif, c'est-à-dire sur leur qualité à germer de manière très efficace. Au-delà de est-ce que la graine va germer ou non, ça sera surtout comment une petite fleur, avec sa beauté et son odeur, va amener quelque chose qui est essentiel à Thomas Pesquet, c'est-à-dire un lien avec la nature. Et en attendant, dans les jardineries, le phénomène Pesquet prend de l'ampleur. Les jardiniers amateurs veulent eux aussi planter leurs graines d'œillet d'Inde, de quoi se mesurer à Thomas Pesquet. Et l'économie dans nos régions, maintenant, direction cette semaine la Bretagne avec vous, Michel Picot. Aujourd'hui, vous nous invitez à découvrir la meunerie Polic, qui a développé notamment des solutions extrêmement innovantes et peut-être même uniques au monde dans sa production de farine, Michel. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Direction la Bretagne aujourd'hui, à Saint-Gérand précisément dans le Morbihan, pour découvrir une meunerie extrêmement innovante, à tel point qu'elle est peut-être unique au monde. Sa principale innovation, qui a fait l'objet de 5 brevets internationaux, s'appelle OxyGreen. Il s'agit d'un système de traitement innovant d'ozonation des grains de blé. Ce système permet de purifier les grains de blé, éliminer les produits chimiques, tout en laissant en fait aucune trace. Ces grains sont ensuite destinés à la production de farine pour l'alimentation humaine. Cette farine haut de gamme s'appelle Calista. Elle favorise la panification sans additifs ni conservateurs et avec une teneur en fibres plus élevée. Mais ce traitement permet aussi de nettoyer le son de blé, c'est-à-dire l'enveloppe qui protège le grain. Le son de blé est utilisé pour nourrir ensuite des insectes d'élevage. Et comme vous le savez bien souvent, ces insectes sont transformés en farine, nourrissent les poissons d'élevage et ces poissons, eux, finissent dans nos assiettes. Autant bien nourrir les poissons. Enfin, vous me direz, pour avoir de bons grains de blé, cela passe aussi par une bonne culture. Polic Meunerie et quelques producteurs bretons ont lancé la filière Merci les algues. En fait, des algues nourrissent les plantes de blé pour éviter d'utiliser des insecticides ou encore des fongicides de synthèse. Ces innovations font de Polic Meunerie une agritech de premier plan qui surfe sur des marchés en plein boom pour l'homme, manger sain avec des produits sains, mais aussi sur un marché de l'alimentation des insectes d'élevage également en plein essor. Visionnaire et innovante, Polic Meunerie est certainement unique au monde et elle est bretonne. Et puis Michel Picot, bon anniversaire. Vous fêtez les 2 ans de Business Club, votre émission. Alors vraiment, bon anniversaire à vous.
Innovante elle aussi, l'expérimentation IRI Alto va bientôt voir le jour près de Narbonne. Ce projet unique en France permet d'utiliser les eaux usées traitées en station d'épuration pour irriguer les vignobles situés sur les coteaux de Gruissant. Une solution prometteuse pour faire face à la répétition des sécheresses. Écoutez ces explications d'Alisa Marty pour Via Occitanie. Jean-Michel est viticulteur depuis 30 ans ici, à Gruissant dans l'Aude. Au fil des années, cet enfant du pays a vu naître une problématique, l'irrigation de la vigne. Car sur ces coteaux, la sécheresse est constante et les vignerons n'ont pas accès à l'eau. L'irrigation, c'est quelque chose d'obligatoire. Maintenant, c'est irriguer la vigne d'abord pour la maintenir en vie. Il ne faut pas que la vigne rentre en stress hydrique pour qu'elle puisse vivre correctement et donner bien évidemment matière à faire de bons vins. Son vignoble va désormais être irrigué en eau usée grâce au projet IRI Alt Eau lancé par le Grand Narbonne. Et c'est à quelques mètres de là, à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, que des expérimentations sont réalisées depuis 2013. Quel impact sur le sol, sur la vigne, le raisin jusqu'au vin. En sortie, nous avons démontré qu'il n'y avait pas d'effet de la qualité d'eau et que la qualité C était suffisante pour pouvoir irriguer la vigne. Donc la qualité C étant la qualité d'eau la moins coûteuse à générer en sortie de station d'épuration. C'est donc la station d'épuration de Gruissant qui va traiter les eaux usées de la station balnéaire qui accueille une forte activité touristique au moment où la vigne a le plus besoin d'eau. On va récupérer l'eau usée en sortie de stations qui normalement retournent à la mer et nous on va mettre en place un traitement en fait, spécifique qui va permettre en fait, de respecter des normes de qualité très poussées afin de rendre totalement en innocuité l'eau qui sera alimentée derrière au niveau des parcelles des différentes vignes. Il y a des études qui ont été faites sur toutes les stations d'épuration du Grand Narbonne et pour progressivement, en fonction des demandes, en fonction des besoins et en fonction des financements, porter d'autres projets. Cette expérimentation va d'abord se faire sur 80 hectares de vignobles. Au total, 40 000 mètres cubes d'eau par an vont irriguer ces vignes. Et puis un coup de projecteur dans ce grand journal des territoires sur les éditions locales du magazine Le Point. Tout d'abord l'édition Nice cette semaine, le dossier sur l'éco-vallée dans la plaine du Var, lancé en 2008 par Christian Estrosi, une des plus grandes opérations de l'Hexagone qui s'étend sur plus de 10 000 hectares, avec l'immeuble Anis et ses bureaux, terrasses et modulables. Et puis l'ex-directeur monde d'Apple qui veut faire des Alpes-Maritimes une terre d'intelligence artificielle. C'est dans le magazine Le Point cette semaine, dans l'édition spéciale Nice. Et puis l'édition spéciale Toulouse du Point qu'il faut signaler également cette semaine. Dossier sur l'avenir aéronautique après la crise sanitaire. Des drones ambulances aussi dans le ciel toulousain, une expérimentation de la livraison aérienne médicale en 2022. Et puis Star Wars au CNES, Emmanuel Macron, le président de la République, assiste à une simulation de guerre spatiale. Tout cela dans l'édition spéciale Toulouse du Point cette semaine. Près du Mans, nouveau coup dur pour un éleveur du nord de la Sarthe. Après une liquidation judiciaire de son activité, il voit désormais son ancienne exploitation démolie. L'activité de Patrick Pilon avait dû cesser à la fin de l'année 2019, alors que ses lapins étaient victimes d'une surmortalité inexpliquée. La cause invoquée, c'était les ondes électromagnétiques dues à la proximité d'une antenne relais. Aujourd'hui, la démolition survient sans qu'aucune expertise n'ait eu lieu. Un reportage d'Anthony Piton pour Via LMTV sur place. Quelques amas de tôle froissée, mais surtout beaucoup d'amertume. Dans les décombres de son ancienne exploitation, Patrick s'interroge. Personne ne l'a prévenu. D'un point de vue légal, j'ai rien à redire. D'un point de vue humain, je ne comprends pas. Oui, j'ai pas eu un minimum, un petit appel pour dire voilà, on va arriver ce jour-là. En 3 jours, 4000 m² d'installations agricoles sont démolis, direction le recyclage. Depuis la liquidation judiciaire, le bâtiment ne lui appartient plus. Pourtant, certaines pièces auraient pu être revendues. Les images sont choquantes, je ne suis pas tellement surpris, elles sont hyper choquantes, notamment au niveau des silos, ils pouvaient être récupérés, revalorisés. Il faut 10 minutes pour démonter un silo, c'est 4 boulons. Donc je ne comprends pas la motivation de détruire pour détruire, à part m'affecter psychologiquement. À l'origine de toutes ces souffrances, la surmortalité des lapins de son élevage qui a conduit à la fin de son activité. Aujourd'hui, c'est l'antenne relais à proximité qui est pointée du doigt. Un combat auquel veut se joindre le maire, venu apporter son soutien.
Je me pose des questions et surtout je me demande pourquoi on a détruit aussi vite alors qu'on avait ici un outil qui nous permettait de mesurer un tas de choses, de mener des investigations scientifiques pour comprendre ce qui se passe. Il y a sans doute ici une situation particulière liée à une ligne haute tension, à des antennes relais à côté. Ce qu'il faut, c'est comprendre. Moi, la seule chose que je veux, c'est comprendre, pour ne pas reproduire. Une expertise électrique devait avoir lieu dans les prochains jours. L'éleveur reste déterminé à poursuivre son action afin de faire reconnaître les effets des ondes électromagnétiques. Une page d'histoire à présent dans ce grand JT des territoires. Cette semaine, la France commémorait le bicentenaire de la mort de Napoléon. Dans les Hauts-de-France, la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord, a pu rencontrer Philippe Mélène, un passionné des pièces insolites datant du Premier et du Second Empire. Depuis plus de 40 ans, ce collectionneur déniche les meilleures pièces de l'époque. Parmi elles, un portrait de Napoléon Ier. Rencontre avec Jérôme Houbron pour WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Donc. Un capuchon de bouteille de vin. Le petit soldat en plomb, un canova signé, le buste de l'empereur. Et pourquoi pas, je ne fume plus, mais allumer une cigarette avec ce briquet. Des babioles, des gadgets, parfois des trésors, Philippe Mélène en accumule des tas chez lui à Plachy-Buyon depuis plus de 40 ans. Parmi les centaines d'objets rassemblés dans ce qu'il appelle son musée, on y retrouve sa pièce maîtresse, un portrait de Napoléon Ier peint par Horace Vernet. Mon oncle, le dernier grand militaire de famille, me l'a légué, avec bien sûr interdiction de le vendre. Ça se garde de génération en génération. C'est un personnage que j'ai après entouré aussi de beaucoup de pièces de musée. Ça a été le fil conducteur qui m'a permis de démarrer une modeste collection. En plus d'avoir une valeur sentimentale pour Philippe, l'œuvre a bien failli disparaître. 1939-1945, le tableau était caché, tout simplement dans un sac en toile de jute, puisque la famille étant des meuniers, s'il était resté au-dessus de la cheminée, le premier officier allemand qui passait aurait certainement emmené le tableau. Buste, document officiel, chapeau, Philippe compte bien parfaire sa collection. Autant de trésors qu'il transmettra à son tour. La restauration d'une voiture pas comme les autres pour terminer ce grand JT des territoires, vous l'avez vu sur les images tout à l'heure dans les titres. Depuis le mois de février, les élèves du GARAC, l'École nationale des métiers de l'automobile basée à Argenteuil, restaurent une réplique de la Batmobile. Cette voiture unique en son genre est issue du film Batman réalisé par Tim Burton en 1989. Elle sera ensuite exposée évidemment dans un musée de l'Essonne consacré aux véhicules issus de la télévision et du cinéma. Mais en attendant, Michael Joly, pour la rédaction de Via 95, a pu monter dedans pour nous. Cet après-midi-là, dans cet atelier du GARAC, École nationale des professions de l'automobile, les élèves de Bac Pro travaillent sur la carrosserie d'un véhicule hors du commun, une réplique de la Batmobile, la voiture du super-héros Batman, qu'il pilote dans le film du réalisateur Tim Burton, sorti en 1989. Le GARAC, par son community manager, a eu la chance de rencontrer un propriétaire d'une Batmobile. Il nous a proposé de travailler sur ce véhicule extraordinaire, mythique, et c'est une opération inédite pour le GARAC. Et ça a donné la possibilité à des jeunes de travailler sur un véhicule de film, ce qui n'est pas courant. Une peinture noire mat, identique au film, doit également être réalisée par les élèves de CAP. Un exercice formateur en raison des matériaux composites présents sur ce véhicule de plus de 6 mètres de long et de 2 mètres de large. Ici, on voit bien qu'on est sur la fibre de verre, donc on va aller, ce côté-là, on est assez loin. On va continuer, par contre, c'est sur cette zone-là. Ce sont des matériaux qui sont amenés à se développer vu l'engouement des véhicules électriques pour gagner du poids. Il y a également la possibilité de faire des modèles de véhicules avec différentes formes assez rapidement, avec un coût moindre par rapport à de l'acier. On est vraiment sur une phase d'apprentissage pour eux qui va être intéressante pour les prochaines années. Un projet également réjouissant pour les élèves. C'est un véhicule qu'on ne voit jamais, qui est très rare en plus. Et rien que la matière avec laquelle est faite la voiture, c'est spécial. Donc c'est des techniques différentes, il faut faire beaucoup plus attention que si on travaillait sur du plastique ou de la tôle.
La restauration de la Batmobile doit être achevée en juin 2021. Elle sera ensuite exposée dans un musée de l'Essonne, consacré aux véhicules issus du petit et du grand écran. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur TV5 Monde et vos chaînes TNT locales et régionales. Et à très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.